Dans les épisodes précédents, nous avons terminé le travail sur les éléments de carrosserie et obtenu l'image finale, les proportions et l'apparence extérieure. Ensuite, nous avons envoyé les pièces chromées pour un nouveau chromage, commandé une suspension pneumatique sur mesure et des jantes Power Wheels. Tout cela s'est passé il y a déjà 2 mois. Et au cours de ce mois-ci, toutes les pièces du puzzle seront livrées à l'atelier. C'est alors que nous procéderons à l'assemblage final de tout le kit. Et dans cet épisode, nous allons régler tous les aspects techniques qui se sont accumulés. Bon visionnage! Le goulot de remplissage de la BMW est resté caché ici, derrière la coque de la Bugatti, au-dessus de la roue, et nous avons décidé d'installer le goulot de remplissage sous l'aileron. Lors du ravitaillement, notre aileron peut prendre 2 positions. Disons, oui, il peut se soulever un peu comme ça, mais si cela ne suffit pas, alors il se relèvera complètement. Et ici, nous avons décidé de faire le goulot de remplissage. Nous avons décidé d'abandonner la version classique avec le bouchon à visser. Nous nous sommes souvenus que Renault propose une version avec un volet comme celui-ci. Il est hermétique. Il y a un joint, un petit joint en caoutchouc, et il se ferme de façon étanche. Il suffit d'insérer le pistolet et c'est tout, le volet se soulève par le dessus. Et ce petit couvercle, nous avons décidé de ne pas le mettre car cela ferait une sorte de redondance. L'aileron est ouvert, le couvercle est ouvert et ça ferait un peu trop. Et maintenant, nous allons prolonger ce tuyau, l'allonger et le raccorder au réservoir. C'est justement à cela que s'est attelée Sania. Nous avons percé un trou et, de l'intérieur, commencé à adapter la solution d'usine prête à l'emploi dont Drone vient de parler. La première chose que nous avons faite, c'est coller des rebords en plastique, puis appliquer de la fibre de verre dessus. Après cela, il a fallu bien découper le goulot. Nous commençons à ajuster notre goulot. Nous avons dû découper cette partie-ci et l'assembler en faisant une sorte de salade avec de nombreux morceaux. Nous avons soudé tous ces morceaux ensemble à l'aide d'un fer à souder. Donc nous avons le goulot lui-même. Et voici ce raccord, l'extrémité sur laquelle viendra se fixer le tuyau, le conduit d'aération. Et ici, la forme partait dans une autre direction, donc il a fallu découper un couvercle à partir des mêmes pièces détachées de ce plastique. Ensuite, il faut faire en sorte que ce soit hermétique et fiable pour que l'essence ne fuit pas. Vous allez dire, il suffit de tout coller avec de la fibre de verre ? Oui, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons le souder. Pour commencer, nous traitons toutes les zones de jonction avec une Dremel, nous enlevons les bavures, nous mettons tout à niveau pour que les électrodes adhèrent bien. C'est ce à quoi nous allons nous atteler maintenant. Ensuite, nous passons directement au soudage du plastique. Toutes les pièces portent un marquage indiquant leur composition, ce qui nous permet de savoir qu'il s'agit de plastique HDPE. Cela signifie donc que nous devons choisir des électrodes de la même catégorie. Parfois, il est très difficile de trouver les bonnes électrodes ou il arrive qu'elles ne soient tout simplement pas disponibles. Dans ce cas, on peut souder avec le même plastique, celui d'origine. Par exemple, si vous soudez un pare-choc, il est toujours possible de découper en dessous une petite bande discrète, qui n'aura aucune incidence en principe. Mais il est toujours un peu mieux de souder avec des électrodes car elles contiennent des additifs spéciaux qui facilitent une meilleure soudure. Prenons par exemple une petite pièce. Et nous découpons une électrode. Nous avons obtenu une électrode convenable. Je voulais aussi vous parler d'une autre méthode qui fonctionne bien. On peut généralement souder cela avec un fer à souder, en faisant fondre la surface et l'électrode. Et de cette manière, on peut vraiment réparer de façon assez correcte et de qualité. Mais comme nous avons un décapeur thermique et des électrodes, nous allons le faire de manière plus professionnelle. Notre cordon de soudure a refroidi et nous devons maintenant vérifier à quel point tout cela tient bien. Et on voit clairement que j'ai bien arraché l'électrode, mais le cordon, lui, est resté en place. Donc tout est absolument parfait. Il faut également bien préparer les électrodes pour la soudure. Il est nécessaire de les nettoyer soigneusement juste avant de commencer à souder pour garantir une bonne connexion. On cherche sur internet à quelle température se soude notre plastique, à savoir le HDPE, et on règle ces paramètres sur notre décapeur thermique, c'est-à-dire en général à peu près environ 320 degrés, si je me souviens bien. Quant au débit d'air, nous l'ajusterons directement pendant le travail, et nous commençons à souder notre plastique. La méthode est la même, on chauffe simultanément la pièce elle-même et l'électrode, puis on enfonce l'électrode dans le plastique chauffé. Pour cette réparation, j'ai choisi des électrodes plates car toute la soudure restera sur le dessus. Nous n'aurons pas besoin de la poncer et cela nous facilitera la soudure. Il existe également des électrodes triangulaires, carrées et rondes. Tout cela se choisit en fonction de la tâche technique.
Ensuite, lorsque notre joint arrive à un même endroit, nous faisons bien sûr un bon chevauchement. Et avant de réaliser le chevauchement, il faut retravailler cet endroit avec une Dremel pour éliminer cette grande différence de niveau. Nous avons soudé toute la pièce d'un seul tenant avec des chevauchements. Et comme nous avons besoin d'une étanchéité à 100%, nous recouvrons notre soudure avec 2 autres cordons et réalisons ainsi un joint large parfaitement étanche. Voici notre tout premier cordon de soudure. Ensuite, nous l'avons recouvert à environ 50% avec un deuxième cordon. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous posons le troisième cordon qui chevauche légèrement, un peu plus celui-ci, et à 50% l'autre. Nous obtenons ainsi un joint renforcé, super méga triple. Nous avons donc une triple protection. Il ne reste plus qu'à vérifier l'étanchéité et la solidité. Pour vérifier l'étanchéité, nous allons boucher ici avec une bague en caoutchouc, injecter de l'air à cet endroit et observer dans une solution savonneuse s'il y a des fuites quelque part. Mais je suis sûr à 1 million de % qu'il n'y aura aucune fuite car tout a été fait avec une approche vraiment méticuleuse. Nous allons aussi tester la fiabilité mécanique, pour ainsi dire. Eh bien, je n'ai pas la force de casser ça, donc tout s'est avéré génial et super fiable. Ensuite, notre colle de remplissage sera fixée à cet endroit, ce qui permettra une réalisation, disons, presque invisible de son installation. Ici, un rebord convexe sera créé vers l'extérieur afin que l'eau puisse l'épouser et s'écouler autour. Ainsi, tout cela fonctionnera joliment, de manière ergonomique et ne se démarquera pas de l'ensemble visuel. Le prochain élément technique vraiment complexe, ce sont les charnières du couvercle du coffre. Le couvercle a une forme particulière et les solutions standards ne conviennent pas ici. Mais pour anticiper un peu, je dirais que nous avons eu beaucoup de chance car nous avons réussi à trouver une solution toute prête qui nous convenait parfaitement. Et cette solution sera fixée au support que nous venons tout juste de façonner. Les charnières du couvercle du coffre. Quelqu'un de l'équipe a suggéré d'acheter des charnières de Volkswagen Phaeton. Nous avons dû découper le couvercle car elles ne rentraient pas dans l'espace prévu. Nous avons découpé des trappes ici. Mais ce n'est pas grave, nous allons tout refaire ici, rendre ça plus propre et tout recouvrir à nouveau. Et nous avons déjà un premier essai montrant que le couvercle fonctionne en principe, il fonctionne bien, il s'ouvre très haut. L'aileron central est touché, mais là aussi nous allons trouver une solution, nous allons régler ça. Bien sûr, cela n'existait pas auparavant. Grâce à cette cinématique astucieuse et ingénieuse, il se soulève lentement, l'aileron passe alors dans un autre plan et tout fonctionne parfaitement, sans aucun problème. La seule chose, c'est que cet aileron accroche encore légèrement ici, à cet endroit précis. Nous allons donc modifier cela. Ici, il est vertical et il y a cet espace entre les deux éléments, mais je pense vraiment qu'à mon avis, il est peut-être possible de l'incliner un tout petit peu, juste par ici. Peut-être que cela aidera. Une chose est claire. Lorsque nous installerons les vérins à gaz à ces endroits où il y aura des inserts, il est évident que nous n'aurons pas de fixation traversante. Il y aura des inserts. Les boulons seront vissés par en dessous. Nous allons maintenant fabriquer les inserts, peut-être que nous les collerons. Comme je l'ai déjà dit, les vérins à gaz vont soutenir les points de fixation. Le couvercle va se fermer un peu différemment car ces amortisseurs à gaz vont le déformer d'une certaine manière. C'est pourquoi je veux relier les inserts à un profilet métallique, le coller de l'intérieur et ainsi ajouter de la rigidité au couvercle. En réalité, elle est déjà assez solide, plutôt élastique et rigide, mais on n'a jamais trop de rigidité. Lorsque nous avons fixé le couvercle à ces points, une certaine flexion est apparue ici. C'est-à-dire que si ici le couvercle est à niveau, alors au centre, il s'est affaissé. Et donc avec le profilet métallique de renfort, nous allons renforcer et relever cette partie. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre en pratique toute la théorie qu'Andriuka a exposée. Et comme on le sait, la pratique diffère souvent de la théorie. Ici, tout est extrêmement simple. Nous avons courbé le profilet pour qu'il épouse la forme du couvercle. Nous avons fabriqué des plaques d'ancrage, soudé des écrous dessus et au final, le cadre ressemble à ceci.
Il ne reste plus qu'à fixer le cadre métallique au couvercle en fibre de verre, ce que vous voyez à l'écran. Nous avons temporairement fixé le couvercle du coffre avec des vis auto-taraudeuses à la pièce de renfort métallique que nous avons soudée et dans laquelle sont soudés les écrous pour la fixation. Et voici ce renfort dont je parlais qui va maintenir la courbure du couvercle. Nous allons recouvrir le tout de mat de verre et rendre l'ensemble monolithique. Nous avons trouvé la bonne position. Le couvercle semble fonctionner plutôt bien. Reste cependant le problème de cet aileron. Il continue de frotter. Je n'ai pas encore trouvé comment résoudre cela. Bien sûr, couper l'aileron serait la solution idéale, mais malheureusement, nous ne pouvons pas déroger au design. Ensuite, il nous faut réfléchir à l'endroit où intégrer les vérins à gaz qui soutiendront le couvercle. Même si nous avons un entraînement électrique, je pense que nous aurons quand même besoin de vérins à gaz. Mais, comme nous le savons, l'espace est limité ici, il faut donc réfléchir à l'endroit et à la manière de les installer. J'ai finalement installé l'amortisseur d'origine, celui qui était fourni avec les charnières, comme prévu. Il a fallu inventer une fixation supérieure. Nous l'avions initialement découpée, car elle dépassait vraiment beaucoup ici et sortait largement de l'espace où nous voulions absolument tout installer. Notre amortisseur fait saillir le couvercle à cet endroit. J'ai installé le deuxième vérin à gaz et ce problème qui ne me plaisait pas, à savoir que le couvercle dépassait, je l'ai résolu en modifiant l'inclinaison de la fixation inférieure du mécanisme de levage du coffre. Et maintenant, plus rien ne dépasse, au contraire, c'est même un peu enfoncé, mais nous corrigerons cela une fois que nous aurons installé le joint en caoutchouc, car il soutiendra légèrement le couvercle. Je pense que ces 2 mm, nous saurons les gérer. Donc, une petite victoire. Et j'ai eu tort de limer l'aileron supérieur ici. Avec cette disposition des vérins à gaz et des charnières, plus rien ne frotte. Donc il va falloir reconstituer cette partie. Pour le couvercle, l'installation a pris environ 3 jours afin d'obtenir un tel niveau de fonctionnalité. La seule chose, c'est que notre mécanisme dépasse largement de l'espace du coffre, là où il aurait dû être caché. C'est pourquoi nous avons découpé ces ouvertures, afin de comprendre tout le fonctionnement et de voir combien d'espace il lui fallait. Et maintenant, nous allons retravailler ce point, réduire un peu cette ouverture arrière et créer ici une nouvelle forme qui sera un peu plus large à cet endroit. Mais je pense que cela n'affectera en rien le design général du projet. Une fois que les charnières ont été installées à leur place et fonctionnent parfaitement, on peut affiner la forme. Pour l'instant, il ne s'agit pas de la finition finale, mais de travaux de carrosserie pour reconstituer les parties retirées lors de l'installation des charnières. Nous ferons la finition finale plus tard, une fois la question du couvercle du coffre complètement réglée. Nous avons réglé le problème des charnières du couvercle. Tout est super, tout est génial. La prochaine étape à l'ordre du jour est l'installation de la serrure. C'est-à-dire que le couvercle doit pouvoir se verrouiller d'une manière ou d'une autre. Rappelons que nous avons la serrure d'origine BMW. Elle est équipée d'un entraînement électrique, d'une sorte d'électronique. Et ce serait vraiment cool de l'installer ici, mais à mon avis, elle est trop massive. J'ai donc décidé de prendre ce type de serrure. Site Toledo hatchback, couvercle de coffre. Et le truc, c'est qu'il y a 2 serrures. Et elles ne sont pas placées au centre, mais sur les côtés. J'ai bien aimé cette idée. Nous allons les installer ici. C'est-à-dire qu'on découpe une niche ici, et elles seront presque à fleur. Et pour une raison quelconque, cette idée m'a plu. En plus, la fixation se fera précisément sur les bords, ce qui permettra au couvercle de se fermer de façon plus rigide. Le couvercle est en plastique, il bouge un peu, mais pas trop, ça reste raisonnable. En fait, c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous installons 2 petits verrous identiques dans les coins de chaque côté, ce qui permettra de fixer le couvercle de manière assez fiable et soignée. J'ai installé les verrous. À mon avis, c'est plutôt joli. Maintenant, il faut inventer une petite boucle sur laquelle il pourra s'enclencher. Ici, une tête de boulon M8 convient assez bien si on la lime un peu et elle s'enclenche comme ceci. Maintenant, il nous faut fabriquer la partie correspondante, une sorte de bossage qui viendra s'enclencher dans notre verrou.
J'imagine un certain type de fixation, un filetage quelconque dans lequel cela se vissera, et ici, il ne dépassera qu'une petite tête comme celle-ci qui viendra s'enclencher. Pour cela, nous avons conçu une simple pièce d'ancrage, dont la fabrication a été prise en charge par Andrei. Des écrous ont été soudés sur une plaque métallique dans lesquelles la vis sera vissée, puis cette vis a été ajustée au diamètre nécessaire, les emplacements sur le couvercle du coffre ont été préparés et nous avons commencé à fixer les pièces d'ancrage à leur place. Ce sont de grands yeux, ça n'a pas de sens parfois pour moi, mais... Là-bas, et sur la glace, perfection, cap. Deviens mon ego quand j'ai tué ce salaud, c'est le poète. Après une demi-heure, tout est parfaitement ajusté et on peut recouvrir ça de fibres de verre. On enlève le couvercle et on prépare tous les endroits pour la fibre de verre. Papa était digne et elle l'était aussi, partageant tous deux cette même dignité tranquille. Ensuite, patch après patch, nous cachons avec soin les traces de notre modernisation et de notre réparation, préservant ainsi l'apparence d'origine. Merci Wemby, mais je n'écrirai pas à Chéri Mali tant que ce n'est pas Simpi et que le pasteur ne prend pas d'argent sale. Après avoir nivelé toutes les surfaces, nous préparons le couvercle du coffre pour l'après. Nous avons bien poncé et appliquons une épaisse couche de mastic liquide. Elle est appliquée afin d'obtenir une surface parfaite et d'éviter l'apparition de reflets après la peinture finale. L'étape suivante consiste à appliquer un révélateur sur le mastic liquide, puis à poncer la pièce pendant encore une journée pour l'amener à la perfection. Et ce n'est qu'après cela que l'on peut appliquer la presse. Une fois qu'il est bien clair que les serrures et les charnières fonctionnent parfaitement, on peut alors finaliser les zones de leur fixation, car elles resteront à ces emplacements et ne seront plus déplacées. Pour cela, nous réalisons un rebord similaire en mat de verre, mais cette fois sur toute la longueur de l'ouverture. Puis posons la carrosserie sur le châssis et donnons à la fibre de verre déformée une forme droite et correcte. On finit la surface et appliquons l'après. Au final, voici le résultat obtenu. C'est propre, joli, presque comme à l'usine. La prochaine difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'est le refroidissement du moteur. À l'emplacement d'origine des radiateurs de la BMW, il ne reste presque plus de place, car nous avons installé l'avant de la Volga. Sania s'occupe justement de résoudre ce problème en ce moment. Vous avez tout à fait bien compris. Les radiateurs de refroidissement du moteur vont être déplacés à l'arrière du véhicule. Je vous le dis tout de suite, il y en aura deux. Ils seront installés à peu près comme sur une Bugatti, c'est-à-dire près des feux arrière. Là-bas, il y a ces énormes grilles et juste derrière, il y aura deux radiateurs de refroidissement. Et maintenant, notre tâche est de relier les radiateurs au moteur à l'aide de tuyaux. Nous avons choisi de l'inox du genre qu'on utilise, vous savez, pour arroser le jardin, ce genre-là. Dans le sport automobile, où peut-on utiliser ce genre d'inox ondulé? Mais partout, vraiment partout. Voilà. Et nous allons installer deux conduits, un pour l'aller, un pour le retour. Nous avons décidé de les faire passer par l'habitacle et pas sous le plancher de la voiture. Ce sera un peu plus fiable et il fera plus chaud dans l'habitacle, notez-le bien. Nous avons percé la cloison par feu du moteur. C'est ici que passera notre conduite de carburant, si on peut l'appeler ainsi. L'épaisseur de la moquette permet de poser ces tuyaux sans modifier la hauteur du plancher. Autrement dit, visuellement, tout restera comme avant. Nous conservons le caisson de basse, tous les sièges électriques et nous faisons passer ces tuyaux vers l'arrière de la voiture en les installant dans l'habitacle. Nous sommes ensuite passés au système de refroidissement. Nous avons installé deux radiateurs épais provenant d'une Honda Civic.
Ce sont des radiateurs en aluminium tuné d'une épaisseur de 6 cm, renforcés. Ensuite, nous devons modifier les entrées et sorties des radiateurs. Nous allons prendre un tuyau d'un diamètre un peu plus grand pour cette étape, inventer des diffuseurs pour fixer les ventilateurs de refroidissement et concevoir ici une arrivée d'air qui passera par la coque, arrivera derrière l'aile, au-dessus de l'arche et ira jusqu'au ventilateur. Nous devons également installer une pompe à eau quelque part dans le circuit, l'insérer dans une coupure qui sera auxiliaire car notre système a beaucoup augmenté en volume de liquide de refroidissement et en longueur de tuyau et nous avons donc besoin de manière indispensable d'une pompe supplémentaire afin d'assurer un fonctionnement optimal et fiable de l'ensemble du système. Les passages de roues. Le radiateur est installé de façon très compacte et serrée, mais tout rentre. Par la suite, il y aura ici une sorte de passage de roue et cet angle dépasse un peu, donc nous allons le découper et le ressouder, mais tout doit fonctionner ainsi. Et à propos de la prise d'air, c'est par ici qu'elle passera, soufflera sous notre coque, passera au-dessus du passage de roue, au-dessus de l'arche et arrivera dans le diffuseur du ventilateur de refroidissement du radiateur. Oui, quelque chose comme ça. La solution la plus juste et la plus intéressante nous a semblé être de déplacer les radiateurs à l'arrière de la voiture. Exactement comme sur la Bugatti originale. Ce n'est pas très simple, mais c'est faisable. Tout ce travail a pris environ 2 semaines. Bien sûr, il n'existe pas de solution d'usine. Et même les radiateurs, qui semblaient pourtant parfaitement adaptés en taille, ont dû être modifiés. En fait, l'ouverture principale n'était pas du bon côté. Nous l'avons découpée, ajustée et nous allons bientôt la ressouder. Mais d'abord, nous préparons toutes les autres pièces en aluminium. Les radiateurs sont prêts pour la soudure. Nous avons fabriqué ces écrans sur lesquels les ventilateurs seront fixés. Ici, nous avons découpé un petit angle, un bouchon. Ici, nous avons coupé une tubulure, un bouchon. Les tubulures seront placées à d'autres endroits, mais comme nous n'avons pas encore maîtrisé la soudure de l'aluminium, nous allons aller chez notre ami dans les garages. Partageons cette ambiance garage, plongeons dans notre passé garage, pour ainsi dire 10 ans dans les garages. Allons-y. Juste un instant, attends, je vais chercher mon gant parce que je n'en ai qu'un. Au magasin ? Oui. Les gars, allez, bonheur et santé à tous. Merci pour le travail accompli. Salut, c'est incroyable, vraiment. Après que les gars nous ont aidés avec la soudure de l'aluminium, nous retournons à l'atelier pour finaliser le travail sur les radiateurs. La première chose à faire est de découper un gabarit en carton au laser. Ensuite, nous trouvons le centre et faisons un trou rond dans le panneau d'aluminium carré qui s'adapte parfaitement au ventilateur. Ensuite, nous installons les écrous à sertir filetés et mettons tout en place. Et enfin, le premier test. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne parfaitement et nous essayons l'ensemble monté à sa place. Nous avons installé le tout, raccordé les tuyaux et dans l'ensemble, il est déjà clair à quoi cela va ressembler et comment cela va fonctionner. Cela signifie que tout cela peut être à nouveau démonté et peint avant l'installation finale, ce que vous voyez à l'écran. L'élément suivant, qui n'est pas simple, c'est la prise d'air et le conduit d'air par lequel l'air ira des ouïes vers le radiateur. À l'origine, cela ressemble à ceci. C'est quelque chose de similaire que nous devons réaliser.
Tout d'abord, nous découpons la fibre de verre qui avait été préparée avec une marge. Nous avons retiré cet excédent et, en suivant la forme de la carrosserie, nous collons un film plastique jetable afin de créer une barrière qui reproduit exactement notre profil. Ensuite, nous retirons la carrosserie de la voiture et de l'intérieur, nous appliquons de la fibre de verre sur cette barrière, en la roulant soigneusement avec un rouleau spécial. Le lendemain, lorsque la résine a séché, nous retirons le film plastique jetable et enlevons l'excédent de fibre de verre. Au final, nous obtenons une bande qui reproduit exactement le profil de la carrosserie, mais qui est plus profonde de 3 mm. C'est sur cette bande que viendra se poser la grille décorative de 3 mm d'épaisseur. Voilà l'idée. Nous avons réglé la question de la prise d'air. L'étape suivante consiste à s'occuper du conduit d'air. Et comme ce conduit va passer au-dessus de l'arche de roue, Andrei s'est donc attaqué au passage de roue. Pour fabriquer les diffuseurs arrière, nous avons décidé d'utiliser comme base les passages de roues d'origine. Et, pour une raison quelconque, une énorme quantité de caoutchouc s'est collée sur le côté gauche. C'est probablement parce que le carrossage de la BMW était mal réglé et que les roues et les pneus ont été comprimés, donc ils se sont usés. Bon. Il est clair qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Sinon, on va se ruiner en pneus. Je pense qu'après la première sortie, tous les passages de roues seront à nouveau en lambeaux, couverts de restes de pneus. Il va donc falloir régler d'urgence le carrossage sur la voiture. Lumière, lumière, s'il te plaît. Le cache de roue est en place, mais ici, pour une raison quelconque, ça ne s'ajuste pas. C'est étrange, non ? Ensuite, on découpe à peu près le long de cette ligne, tranquillement, puis on ajuste soigneusement avec un autre morceau de plastique pour bien raccorder à notre arche. On voit même que notre radiateur est rentré à l'intérieur et s'y sent plutôt bien, vraiment à l'aise. Il y a un petit espace et ça nous fait plaisir. Ensuite, ici, on découpe et on complète avec un autre plastique jusqu'à l'endroit souhaité. C'est-à-dire qu'ici, on va rajouter une partie avec un autre plastique. Et après, ce sont de longues heures d'ajustement, d'essayage et de création de nouveaux caches de roue, ou comme on dit, de nouveaux passages de roue. Comme vous l'avez compris, nous avons pris comme base les passages de roue standards de BMW. Mais comme notre empattement a été augmenté de 20 cm, les roues seront aussi plus larges, ce qui fait que nous avons besoin de passages de roue élargis. Voilà à peu près l'idée. Et ce n'est qu'après avoir fabriqué ces passages de roue que nous comprendrons à quoi ressemblera le canal d'air, car en partie, ce sera une pièce commune. Et enfin, l'assemblage final de tout ce qui a été réalisé dans cet épisode. Au moment de la sortie de cet épisode, nous avons enfin reçu la suspension pneumatique qui a été fabriquée sur commande et très prochainement, les jantes ainsi que les nouvelles pièces chromées seront livrées. Au final, le coût total de ces 3 éléments s'est avéré très conséquent, à peu près équivalent à celui d'une bonne voiture d'occasion, ce dont j'ai parlé en détail sur notre chaîne Telegram. Nous y avons également publié le design de nos jantes personnalisées. Le lien, comme toujours, se trouve dans la description de la vidéo. Alors, qu'avons-nous à la fin de cet épisode ? Nous avons entièrement installé toute la conduite principale, c'est-à-dire que c'est ici que le carburant sera versé, puis il passe dans le tuyau d'origine et va jusqu'au réservoir. Il ne reste plus qu'à installer l'élément de raccordement ici. Nous avons également installé le système de mise à l'air exactement comme à l'usine. Les radiateurs eux-mêmes sont fixés sur ces supports métalliques solides et fiables, bien sûr peints et déjà à leur place définitive. Par la suite, un passage de roue sera installé ici, que nous avons déjà fabriqué de l'autre côté. Allons-y. Encore une fois, il ne s'agit pour l'instant que d'une version préliminaire. Nous avons simplement assemblé du plastique noir avec ce passage de roue d'origine, voilà. Ensuite, bien sûr, nous ferons tout cela en un seul bel élément monobloc et au-dessus, il y aura un tunnel qui captera l'air ici et l'acheminera vers les radiateurs. Dans l'ensemble, cela ressemblera à peu près à ça. Le travail sur le couvercle du coffre est terminé. Les charnières fonctionnent bien, la cinématique est en place, les serrures sont installées. Il reste à les connecter, c'est-à-dire installer un actionneur pour l'ouverture à distance depuis l'habitacle. Et en principe, c'est une réalisation aussi proche que possible de l'usine. Les gars ont tout fait de façon très soignée, ce qui me rend vraiment heureux. Et enfin, la prise d'air, importante. Ici, nous avons fabriqué ce genre d'obturateur, qui ressemble un peu à ceci. Et bien sûr la grille, exactement comme sur une Bugatti. Pour l'instant, ce n'est qu'un exemple brut en plastique qu'on avait sous la main.
Voilà. Elle s'insère de cette façon, mais on voit déjà qu'on va probablement la modifier un petit peu pour qu'elle s'ajuste correctement ici, mais dans l'ensemble, ce sera à peu près comme ça, globalement. Merci d'avoir regardé, que la hache du bien soit avec vous.